Alors bonjour et bienvenue à notre chambre des notaires. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et bonjour à ceux également qui sont devant leur écran. Nous sommes environ 150 ce soir et en présentiel et en streaming pour cette conférence Parlons Logement. Donc plusieurs confrères d'Auvergne, du Cantal, de l'Allier, pas de la Haute-Loire, mais ils sont avec nous, vont aussi de la Haute-Loire. Ah non, non, Auvergne. D'accord, du Puy-de-Dôme, pardon, et du Puy-de-Dôme, pardon, vont intervenir ce soir sur différents thèmes, sur Parlons Logement. Donc je vais pas en dire plus et laisser la parole à Maître Hélène Dupic, notaire au Mont d'Or, et Maître Thomas Renaud, notaire au Bière, qui vont nous présenter le premier thème. Bonsoir à tous. Donc nous, on va être Monsieur et Madame Fiscalité. On commence dur dès le départ. Alors, on va regarder si ça marche. Et ça marche. Madame Fiscalité. Alors, Madame Fiscalité va vous parler des locations saisonnières. Voilà. Alors, moi, je vais m'en tenir qu'au côté fiscal des locations, donc de tourisme. Après, la partie civile, voilà, le reste sera abordé par des confrères. Ah, super, parfait, merci. Donc, dis-moi, Hélène, qu'est-ce qu'une location saisonnière? Alors, une location saisonnière, Thomas. La loi définit donc la location saisonnière, donc les meublés de tourisme, si on veut être un peu plus précis, comme des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Voilà, c'est pour nos vacances en fait. Et les locations saisonnières, eh bien, on peut demander à ce qu'elles soient classées. Et ce classement permettra, on va le voir après, de bénéficier d'avantages fiscaux. Quels impôts s'appliquent aux revenus locatifs de la location saisonnière, s'il te plaît? Alors, en fait, en matière de location saisonnière, il faut voir qu'il existe deux régimes. Ceux des loueurs en meublé professionnel et les loueurs en meublé non professionnel. Donc déjà, on va voir quels sont les critères pour être un loueur en meublé professionnel, puisque par défaut, si on ne rentre pas dans ces critères-là, on sera un loueur en meublé non professionnel. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de critères. Le premier est qu'un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de loueur en meublé. Alors il faut noter toutefois, la jurisprudence ou la doctrine évolue, et que le Conseil constitutionnel a considéré comme contraire à la Constitution l'obligation qui était faite aux loueurs en meublé d'être inscrits au RCS pour pouvoir bénéficier du régime de loueur en meublé professionnel. Alors après, peut-être que les impôts vous diront, bah si, il nous faut l'inscription au RCS, mais bon. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que les recettes annuelles tirées de l'activité pour l'ensemble des membres du foyer excèdent 23 000 €. Et il faut que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'IR dans les catégories donc traitement et salaire ou des bénéfices dans le cadre d'activités commerciales, les bénéfices agricoles ou les bénéfices non commerciaux. Si on ne rentre pas dans ces critères-là, on est loueur en meublé non professionnel. Alors ensuite, en fonction de la catégorie dans laquelle on va rentrer, on va être soumis de toute façon obligatoirement aux bénéfices industriels et commerciaux. Donc si on est un loueur meublé professionnel, on relèvera des BIC professionnels. Et si on est un loueur meublé non professionnel, on sera sur des BIC non professionnels. J'ai pas cherché les chiffres 2023, c'est peut-être stupide, mais bon, vu qu'on a souscrit notre déclaration de revenus cette année sur nos revenus 2022, je ne suis pas allée chercher ceux pour l'année prochaine. Toujours est-il que pour l'imposition de l'année 2022, lorsque les recettes de l'année 2021 ou 2020 n'avaient pas excédé 72 600 €, l'activité relevait du régime micro, où un abattement forfaitaire sur vos recettes est appliqué. Donc vous avez vos loyers, vous déduisez 50% et vous êtes imposé sur la différence. On a vu tout à l'heure que si on avait demandé le classement en meublé de tourisme, on pouvait bénéficier de régimes de faveur. Et là, en l'occurrence, les recettes de l'année 2021 ou 2020 n'avaient pas excédé 176 200 €. L'activité relevait également du régime micro avec un abattement forfaitaire de 71%.
Au-delà, l'activité, elle relève du régime réel, c'est-à-dire que vous prenez vos recettes réelles et puis vos dépenses réelles. Il faut noter, et vous avez pu l'entendre dans les médias, etc., que les politiques prenaient un peu en grippe les locations et puis toutes les niches fiscales, on essaye de toutes les détrôner. Donc, il faut savoir que la loi de finances pour 2024, elle envisage pour ce qui concerne les meublés de tourisme classés, une baisse à 50% de l'abattement. Voilà. Et encore, dans l'avenir, il serait envisagé qu'il y ait, on va dire, de tout aplatir et qu'il n'y ait plus qu'un seul régime pour les locations, quelles qu'elles soient. Quand on va vouloir calculer son impôt, en fait, donc les abattements dont on va bénéficier 50 ou 71%, ça va représenter la totalité des charges. On ne va pas prendre 50 et puis rajouter d'autres charges dessus. Et quand on va déclarer ses loyers, ça s'entend du loyer et des charges locatives comprises qu'on a pu percevoir en plus. Donc l'eau qu'on a pu récupérer ou un forfait ménage, par exemple. Voilà. Et le bénéfice qui sera dégagé sera rajouté à vos autres revenus et vous serez taxé à l'impôt sur le revenu classique. Voilà, selon le barème progressif qu'on connaît tous. Voilà. Et alors, j'arrête pas de dire voilà, c'est dommage. Ouais, c'est plus intime d'habitude dans notre bureau, donc là, j'ai un peu le trac, je vous le dis. On est deux. Et il faut noter un petit détail, c'est que quand on a une activité de loueur en meublé et qu'on a des recettes qui sont supérieures à 23 000 € par an, on est soumis aux cotisations et contributions sociales. Elles sont tout le temps là, à 17,2%. Voilà. J'ai fini, Thomas. T'as fini ? Ouais. Est-ce que la fiscalité, si j'exploite ma location saisonnière au moyen d'une SCI, est-ce que c'est favorable ou pas ? Alors, souvent, donc moi je suis au Mont d'Or, donc la location saisonnière, je vois beaucoup de gens qui achètent pour faire de la location saisonnière et il y en a beaucoup qui arrivent dans le bureau en disant on va faire une SCI. Eh bien non, si on fait de la location saisonnière, on ne va pas faire une SCI. Puisque vous avez pu voir, on était soumis aux bénéfices industriels et commerciaux. Donc la location saisonnière, c'est une activité commerciale qui donc doit relever d'un régime de fiscalité commerciale. Donc si on fait une SCI et qu'on fait de la location saisonnière avec, on va devoir soumettre sa société à l'impôt sur les sociétés. Et elle ne relèvera pas comme une SCI classique où on va louer des logements nus, ou des logements nus, on ne va pas relever de l'impôt sur le revenu et de la transparence de la société. Toutefois, on a un petit tempérament par rapport à une SCI qui va faire de la location saisonnière, de pouvoir quand même rester soumise à l'impôt sur le revenu, dès lors où le montant hors taxe des recettes de nature commerciale de la SCI n'excède pas 10% du montant des recettes des autres loyers de la SCI. Et auquel cas, elle restera redevable de l'IR. Et on a aussi une tolérance quand on a un franchissement occasionnel de cette barre des 10%, tant que la moyenne des recettes hors taxes de l'année en cours et des 3 années précédentes n'excède pas les 10%. Voilà, c'est une petite tolérance que vous allez avoir de l'administration fiscale. Donc vous avez une SCI et puis dedans, vous avez une résidence secondaire. Et exceptionnellement, vous allez faire une petite location saisonnière. Là, vous ne serez pas obligé de soumettre votre société à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Alors, la SCI, souvent, moi je fais remarquer à mes clients, ce n'est pas un produit miracle. Et d'autant plus quand la SCI elle est soumise à l'IS, parce que vous allez avoir des avantages et des inconvénients. Alors, les avantages de la SCI soumise à l'IS, c'est que vous allez pouvoir amortir votre bien immobilier. Donc, ça va vous faire baisser la base d'imposition. Vous allez pouvoir déduire certaines charges et ça peut présenter un avantage quand vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu et que vous êtes dans la tranche marginale, de payer de l'impôt sur les sociétés, ça peut être peut-être plus intéressant que d'être dans la tranche, merci, marginale. Voilà.
Les inconvénients de la SCI, c'est qu'une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est une vraie société. Hein. Ça ne se gère pas en bon père de famille. Donc, il va falloir tenir une comptabilité, avoir recours à un expert comptable. On va avoir une double imposition, à savoir que vous allez être soumis à l'impôt sur les sociétés au niveau de la société et après au niveau de la société avec la distribution des dividendes. Et vous allez également, du point de vue de la plus-value, hein, vous allez payer une plus-value professionnelle et vous aurez amorti votre bâtiment et vous allez le revendre et vous allez manger plein pot puisque vous allez faire la différence entre 0 et le prix de revente de votre immeuble. Alors, il y a une petite solution, quelque chose qui peut être envisagé. Alors, si toutefois cette idée-là pouvait vous intéresser, je vous inviterai à prendre contact avec votre notaire préféré. Hein. Mais vous avez la solution, quand on est en loueur en meublé non professionnel, de créer ce qu'on appelle une ASRL de famille. Donc, cette ASRL, vous allez la constituer avec votre famille, hein, je viens de le dire, donc avec des membres proches. Et cette société, bien que ce soit une SRL, vous allez pouvoir la soumettre à l'impôt sur le revenu. Donc, ça va créer une transparence. Donc, la société va faire éventuellement des bénéfices. Ces bénéfices, elle va les distribuer à chacun de ses associés. Chacun des associés va être soumis, payé, taxé à l'IR avec. Mais on se retrouve avec une société SARL, donc par principe commercial, et donc il va falloir encore aller voir l'expert comptable. Voilà. Alors, j'ai rien contre les experts comptables, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se trouve pas sur une gestion en bon père de famille, hein, tranquille, avec son petit cahier à la maison. Voilà. Et l'astuce, en fait, avec la SARL de famille, c'est qu'on va pouvoir faire de l'amortissement. Donc, on va pouvoir amortir son bâtiment, on va avoir des revenus. Donc, du coup, on va avoir une société qui ne va pas générer de bénéfices. Par contre, avec des astuces d'écriture comptable, on va créer de la trésorerie. Donc, la société va avoir de l'argent qu'elle va pouvoir dépenser pour pouvoir réinvestir. Par contre, elle n'aura pas fait de bénéfices puisqu'elle aura amorti son bâtiment et avec ses revenus. Donc, du coup, on ne pourra pas distribuer de bénéfices aux associés. Donc, ça peut être un outil intéressant pour faire de la capitalisation, hein, pour pouvoir, et après, le jour où la SARL va revendre son bâtiment, eh bien, elle va avoir l'avantage de pouvoir bénéficier des plus-values des particuliers, de ne pas être sur la plus-value professionnelle et subir les conséquences de l'amortissement du bâtiment. Voilà. J'ai fini, Thomas. Ma chère Hélène, dois-je soumettre le loyer de la TVA? Ah, déjà une question. Bien sûr, je vous en prie, monsieur, allez-y. Ok, on paye la plus-value des particuliers, mais... Ok, on paye la... On vous entend. On vous entend. On paye la plus-value des particuliers, mais quelle est la valeur comptable? C'est la valeur amortie? Ah non, on part sur... Non, justement, on ne part pas sur la valeur amortie, on part sur la valeur d'acquisition. Voilà, d'où l'avantage. Voilà. Alors, doit-on soumettre le loyer à la TVA? Alors, on a vu que l'activité était donc commerciale, hein, dès lors on faisait de la location saisonnière, et bien paradoxalement, le loyer ne sera pas soumis à TVA. Voilà. Sauf s'il rentre en concurrence avec le secteur hôtelier. D'accord ? Et dès lors, si on rentre en concurrence avec le secteur hôtelier, on va devoir soumettre son loyer à TVA. Toutefois, pour pouvoir prétendre à la TVA, il faut fournir 4 prestations en termes de services par rapport à la location meublée. Donc, fourniture du petit-déj, accueil même non personnalisé de la clientèle, fourniture du linge et nettoyage régulier des locaux. Donc, il faut avoir 3 de ces critères, 3 sur ces 4 critères pour pouvoir soumettre sa location à la TVA. Il n'empêche qu'une fois de plus, on en revient à la jurisprudence, c'est ce qui peut se passer. Et en juillet 2023, par rapport aux directives européennes, il s'avère que la fourniture de seulement 1 ou 2 des prestations que je viens de vous indiquer pourrait permettre de soumettre le loyer à TVA. Donc, il va falloir que le législateur se remette un petit peu en question par rapport à ce que la loi française dit et les contradictions avec la loi, les directives européennes et la jurisprudence qui vient de sortir. Voilà. Donc, si on veut éviter d'être soumis à TVA, eh bien, le bailleur devra se tenir à ce qui est strictement indispensable pour faire de la location saisonnière, c'est-à-dire l'accueil du locataire
et la fourniture du linge de maison. Et éviter d'envoyer une femme de ménage tous les jours pour faire le ménage dans l'appartement ou faire les lits, hein, sans tenir à un ménage en début, à l'arrivée et à la fin. Voilà. On voit que cette ouverture là, du Conseil d'État, ça va peut-être permettre à l'administration fiscale de se poser quelques petites questions et de se dire, bah tiens, Pierre, Paul, Jacques, il fournit 2 des prestations, une ou 2, bah, on va peut-être le redresser à la TVA. Voilà. Alors, après, ça peut être intéressant de se soumettre à TVA aussi. Hein. Imaginez que vous avez acheté quelque chose dans un immeuble neuf, vous avez payé de la TVA. Eh ben, vous avez dépensé de la TVA, vous serez content d'en collecter pour pouvoir compenser tout ça. Voilà, j'ai fini Thomas. Vais-je payer une taxe d'habitation et ou la contribution foncière des entreprises? Alors, beau sujet. Beau sujet parce que en fait, c'est sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait une question, c'était l'Office du tourisme du massif du Sancy, directeur qui était saisi par des gens qui ont des locations saisonnières sur le Mont d'Or, de dire on a reçu une taxe d'habitation et une CFE. Bizarre, pourquoi on devrait payer les deux? Alors en fait, eh bien, on peut être amené à payer la CFE et la taxe d'habitation quand on fait de la location saisonnière. Vous avez votre petit appartement au ski à la mer, vous allez y passer vos vacances et le reste du temps, vous le louez. Eh bien, vous payerez la taxe d'habitation parce que c'est votre résidence secondaire et la CFE parce que vous faites de la location. Si vous n'y allez jamais en vacances et que vous êtes en loueur en meublé professionnel, par exemple, hein, c'est votre activité, vous louez, ou cet appartement, vous n'y allez jamais en vacances, vous payerez que de la CFE. Il faut voir que les communes, donc comme le Mont d'Or, qui sont en zone de revitalisation rurale, peuvent avoir décidé d'exonération au titre de la CFE. Non, de la taxe d'habitation ou de la CFE. Je ne sais plus. De la taxe d'habitation. Voilà. Donc, il n'y aurait que la CFE. Suis-je soumis à l'impôt sur la plus-value immobilière en cas de revente de mon bien? Et bien là, on va repartir à nouveau sur notre distinction entre le loueur en meublé professionnel et le non professionnel. Le loueur en meublé professionnel, il va être soumis à la plus-value professionnelle. D'accord, hein, avec les plus ou moins values à court et à long terme. Alors, je ne m'étendrai pas, parce que là, c'est l'affaire de l'expert comptable. Voilà. Il n'empêche que pour pouvoir bénéficier du point de vue des plus-values professionnelles d'exonération, il faut avoir exercé l'activité depuis au moins 5 ans pour bénéficier d'une exonération totale. Alors, il y a une moyenne des recettes tirées de la location au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent à la date de clôture de l'exercice et on ne doit pas excéder le seuil de 90 000 € hors taxe. Et on peut avoir une exonération partielle si ces mêmes recettes sont comprises entre 90 000 et 126 000 €. Le loueur en meublé non professionnel, on l'a vu tout à l'heure, il sera soumis au régime des plus-values des particuliers avec tous les avantages qui peuvent aller avec sur les durées de détention, la déductibilité des travaux, des frais de notaire, etc. Voilà, j'ai fini. Merci Hélène. De rien. Voilà, c'était clair, vous avez des questions? Non? Parfait. Merci. À toi la baguette. Alors, il faut appuyer sur quel bouton? Alors, Monsieur Fiscalité, il va parler de la location meublée et de la location non meublée. Alors moi, je vais rentrer un peu plus dans l'aspect technique de la fiscalité. Alors, la différence entre loueur professionnel et non professionnel, tu l'as déjà fait tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, tu l'as déjà évoqué, on va passer dessus directement. Alors, dans la location meublée, on rappelle, que je ne me trompe pas dans mes fiches. Donc on a aujourd'hui, on doit prendre en considération le revenu qui va être déclaré comme revenu foncier. Pour les revenus de 2022, on était sur 72 600 € et pour 2023, c'est 77 700 €. Donc selon si on est inférieur, on déclare des revenus fonciers inférieurs à 72 600 € en location meublée. On rappelle qu'on a 2 types de régimes. On a le régime micro-bénéfices industriels et commerciaux, micro-BIC, où vous avez le régime dit bénéfices réels. Alors inférieur à 72 600 pour les revenus de 2022 et 77 700
pour 2023, le bénéfice imposable va bénéficier d'un abattement de 50% forfaitairement, 50% qui s'appliquera automatiquement. Si vos revenus sont bien sûr inférieurs, revenus fonciers sont inférieurs à 305 €, et bien tout simplement vous ne payez pas d'impôt. Aussi simple que ça. Pour la deuxième partie, sur les régimes dits bénéfices réels. Effectivement, c'est l'imposition dit bénéfices réels. Dans ce cas-là, vous avez donc une imposition qui est supérieure à 72 600 € ou vous avez fait le choix volontaire de vous soumettre au régime de bénéfices dits réels. Donc c'est simple, c'est le choix de pouvoir déduire toutes vos charges que vous pouvez avoir en termes de propriétaire sur ce type de bien. Alors on a différents exemples de charges et du type du revenu foncier. Hein. On a les frais de gestion du bien. Les frais de gestion du bien, on a une déduction d'un forfait de 20 € par logement loué considéré comme couvrant l'ensemble des frais de gestion non déductibles. Vous avez les primes d'assurance, vous avez les dépenses d'entretien, réparation et amélioration du bien immobilier pour lui apporter davantage de confort ou le maintenir en bon état. Tout ça, c'est basé sur l'article 31 du Code général des impôts. Donc c'est extrêmement bien visé et c'est énuméré. Donc en tant que tel, c'est une liste qui est exhaustive et qui est précise. Également, il y a les taxes foncières, les provisions pour charges de copropriété, les intérêts d'emprunt et enfin les dépenses d'études et de diagnostic technique que vous pouvez déduire. C'est sur la location non meublée. Pour les revenus donc supérieurs, donc je vous disais, 72 600 ou 60... Il faut que je penche de page, non, en arrière, pardon. Donc ça c'est pour les revenus donc, supérieurs à 72 600 pour 2022 ou 2023, 77 700 €. Deux types de régimes, micro-BIC et régime dit bénéfices réels. Je parlerai de la défiscalisation un peu plus tard sur les différentes lois qui sont applicables. On va peut-être passer sur la location non meublée. Voilà, donc la location non meublée, c'est quand vous avez effectivement, vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous louez un appartement, comme vient de le dire très bien Hélène. On va déclarer ses revenus fonciers qui vont être déclarés sur son revenu global. Deux types de régimes fiscaux, effectivement, qui s'appliqueront à vous. On a le micro-foncier. Si effectivement vos revenus annuels, le revenu foncier ne dépasse pas 15 000 € par an, effectivement, vous avez automatiquement ce régime qui s'applique. Et il y a un abattement qui se fait de 30%, abattement de 30% sur vos revenus déclarés. D'un point de vue pratique, il faut simplement faire une déclaration en 2042 et sur 2042, vous déclarez le montant total de vos revenus inférieur à 15 000 € et l'abattement de 30% se fait automatiquement. Ça, c'est le principe. Donc, exemple type, dans le cas où on a 500 € de loyer par mois, ça fait 6 000 € à l'année. Donc, vous déclarez donc, les 6 000 € et vous bénéficiez d'un abattement de 30%. Donc, l'administration ne vous taxera que sur 4 200 €. Sur le deuxième type de régime qu'on rencontre sur les locations non meublées, c'est le régime d'imposition dit réel. Donc ça rejoint un peu la location meublée. Toutefois, c'est tous les revenus fonciers qui dépasseraient 15 000 € par an ou si on fait l'option de ce régime-là, parce qu'on peut choisir de déclarer ses frais réels sur la location. Dans ce cas-là, cette option, vous pouvez effectivement reprendre l'article 31 du Code général des impôts qui va reprendre effectivement toutes les charges que vous pouvez déduire. Toutefois, il faut savoir que si vous faites l'option de ce régime, alors que vous êtes inférieur à 15 000 €, cette option est applicable pour les 3 ans qui suivent l'application, effectivement. Et bien sûr, si vous ne respectez pas, vous verrez effectivement rattrapé par le service fiscal. Donc là, en l'occurrence, d'un point de vue purement pratique sur la déclaration sur le régime d'imposition dit réel, vous avez l'obligation de déclarer avec le montant déduit des charges, c'est-à-dire que le loyer est déduit des charges en sa totalité. Contrairement au premier régime, où d'un point de vue pratique, c'est l'administration qui le déduit automatiquement, le second, il faut déduire et prouver. C'est déclaratif. Nous avons le principe du déficit foncier. Alors c'est dans le cas où vos revenus sont inférieurs aux charges que vous avez. Dans ce cas-là, ce qui est souvent recherché par un propriétaire, parce que c'est connu, c'est une opération qui est connue par les propriétaires fonciers. Dans ce cas-là, vous avez possibilité donc, de pouvoir impacter votre revenu fiscal du foyer fiscal à hauteur de 10 700 € par an sur 6 ans. Attention, revenu fiscal donc sur les revenus globaux sur 6 ans et c'est sur 10 ans sur les revenus fonciers. C'est la possibilité de le faire. Donc 10 700 € par an sur 6 ans pour les revenus fonciers. Excusez-moi, c'est 10 700 € par an sur 6 ans pour les revenus globaux et 10 ans pour les revenus fonciers. L'imputation acquise, c'est qu'en cas où vous louez votre bien
sur 3 ans à compter effectivement de l'application de cette application de déficit foncier. Il faut bien garder la location 3 ans, sinon c'est remis en cause par l'administration fiscale. Voilà pour l'aspect général des locations meublées et non meublées. Toutefois, je vais finir juste mon propos sur l'aspect fiscal. Comme vous avez bien connaissance des... Oui, il n'y a pas de slide là-dessus, non. Je cherche pas. C'est sur la défiscalisation. On a tous en tête les lois Pinel. Juste un petit rappel, logiquement, si vous payez plus de 2 500 € par an d'impôts, vous pouvez être soumis aujourd'hui effectivement à un intérêt pour pouvoir déduire et défiscaliser vos revenus. Dans ce cas-là, cela va prendre en compte les plafonds des ressources, l'imposition, le type de bien et la situation géographique du bien que vous voulez acheter. En 2014, suite à la loi Duflot, il y a la loi Pinel que tout le monde connaît, les produits effectivement neufs qu'on vend. Et c'est la loi Pinel, elle, prévoit, c'est la vente de logements neufs qui était destinée pour des foyers à faible revenu. Donc c'est des loyers qui sont plafonnés et les investisseurs avaient la possibilité de donc, défiscaliser sur 6, 9 ou 12 ans. Et l'intérêt fiscal est pour aller jusqu'à 63 000 € de défiscalisation sur ce nombre d'années. Vous avez le dispositif Normandie. Alors, le dispositif Normandie, c'est la revitalisation des centres-bourgs. On prévoyait effectivement ces anciens bourgs délabrés qui permettaient de faire une réduction fiscale. C'est pareil, c'était un abattement fiscal entre 6 et 12, un peu comme la loi Pinel. Hein. Et par contre, c'était exactement le même avantage de 63 000 € sur cette durée-là. Les résidences-services. Et je vais quasiment conclure dessus. Les résidences-services, c'était les résidences-services qui étaient prévues pour les étudiants ou les seniors. Donc c'était une loi Sanzy-Bouvard qui permettait jusqu'en 2022 de pouvoir défiscaliser. La réduction d'impôt, elle, était de 11% sur 9 années. Et en plus, vous pouvez récupérer la TVA sur ce type de produit. La loi Malraux, elle prévoyait également la revitalisation et la reprise des anciens sites historiques classés. Et cette loi-là, elle permettait de diminuer de 120 000 €, car sur la loi Malraux, on pouvait déduire la totalité de ses travaux. Donc c'était un montant total de 120 000 € sur 4 ans. Enfin, le choix de la fiscalité, tant sur un produit fiscal neuf que sur la location meublée ou non meublée. Je vous renvoie tous vers votre notaire qui sera à même de pouvoir vous apporter un conseil avisé et surtout un conseil approprié à votre situation fiscale et votre situation familiale, prenant en compte les crédits en cours, la capacité d'épargne. On se rend compte que ce type de produit demande un avis éclairé par votre notaire. Je vous remercie. Pas de questions? Merci. On va déjà remercier effectivement notre premier duo, Maître Codard du Pic et Maître Renaud. Alors juste pour information, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous passerai le micro juste pour que les personnes qui sont en fait devant leur écran aient également le retour des questions. Et pour ceux qui sont à distance, sachez qu'il y a un chat, donc n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Et puis au fur et à mesure, je retranscrirai ces questions-là. Et bien encore merci, hein, c'était très clair. Nous passons la parole à un nouveau duo, Allier Cantal, Maître Ouvé, notaire accusé, Maître Ladoux, notaire à Aurillac. C'est moi qui commence. Ouais, du coup. Voilà, bonsoir à tous. Dans le prolongement de la fiscalité, nous, on va s'intéresser au mode de détention des logements que vous pouvez acquérir pour louer. Alors, vous pouvez louer vous pouvez acquérir soit en nom propre, soit en société. Laurent Ladoux traitera plus particulièrement de l'acquisition en société. Moi, je vais vous parler donc de l'acquisition en nom propre. Alors, en nom propre, ça veut dire que vous pouvez acheter seul ou à plusieurs. Alors, seul, pas vraiment de sujet, on comprend ce que c'est. À plusieurs, ça peut être pendant le mariage, au cours du mariage. Ça dépend notamment, il y a des conditions liées au régime matrimonial. Donc, si vous êtes marié sans contrat ou avec contrat. Vous pouvez également acquérir avec un partenaire de Pacs ou à plusieurs sans avoir de lien juridique ou matrimonial qui est soumis au régime de l'indivision, voire de la tontine, ce qu'on appelle la tontine. Voilà. Donc
au niveau de la partie des baux que vous pouvez consentir. Alors, je reviendrai sur quelques avantages et inconvénients de l'un ou de l'autre. Au niveau donc, des locations que vous pouvez consentir sur une location nue, puisque en achetant seul, ben, c'est un bail classique que vous connaissez, c'est un bail de 3 ans qu'il faut faire, donc le bail d'un minimum de 3 ans. Vous pouvez faire plus d'ailleurs, ce n'est pas interdit. Alors est-ce que vous pouvez faire moins? Alors il y a une exception qui est prévue par le texte, c'est un bail de location nue pour une durée inférieure à 3 ans, à condition qu'on le cause bien dans le bail. Ça peut être par exemple parce que vous avez un logement qui est nu, qui est disponible, que vous voulez louer, mais par exemple pour 1 an, parce que vous savez que dans l'année qui suit, à la rentrée qui suit, vous avez un étudiant à loger dans ce logement. Ça peut être un des éléments qui vous permet de faire un bail d'une moindre durée que 3 ans, mais c'est quand même très, très à la marge. Voilà. En société, la durée de location des baux est normalement de 6 ans, sauf si on est dans le cadre d'une société familiale, où le bail il peut être de 3 ans. Là, on parle bien de location nue. Alors, l'acquisition en nom propre, alors tout seul, bon, il n'y a pas de difficulté, si on a un souci, on le gère tout seul, on n'a personne, on n'a pas d'interlocuteur ou d'accord à demander. Le problème se pose souvent quand on achète à plusieurs. Alors, en indivision, alors ça peut être le cas quand on n'a pas de lien juridique ou familial. Ça peut être également le cas quand on est pacsé, que ce soit sous régime d'indivision ou de séparation. Mais ça peut être également le cas quand on est marié sous un régime de séparation de biens ou avec un contrat différent. Donc l'achat en indivision peut poser quelques problèmes. Donc cette indivision, elle souffre de plusieurs handicaps qui peuvent peut-être être résolus dans le cadre d'un achat en société. Alors, donc on n'est pas là pour faire un cours sur l'indivision, mais donc il y a quand même quelques inconvénients. D'abord, l'indivision, normalement, est un état précaire, puisque le Code civil, l'article 815 du Code civil, prévoit qu'à tout moment, on peut provoquer ou demander le partage. Donc on a quand même intérêt à bien s'entendre avec la personne avec laquelle on achète en indivision. Deuxièmement, les décisions qu'on prend sur les biens acquis en indivision doivent être prises alors, à 2 si on est 2, c'est l'unanimité, et si on est plus que 2, c'est la majorité des 2/3 pour certaines décisions, les actes de conservation, ou l'unanimité sur les actes de disposition notamment. Donc c'est effectivement un régime qui nécessite de bien s'entendre, ou alors ça peut provoquer des blocages ou des demandes de partage. Et puis également, il y a un autre inconvénient qu'on n'a pas toujours en tête, c'est l'impossibilité de contrôler les transmissions à titre gratuit. Vous savez, quand on est sous un régime d'indivision, quand il y en a un qui veut sortir de l'indivision, céder ses droits dans l'indivision, les autres sont prioritaires, bénéficient d'un droit de préemption. Ce droit de préemption, c'est en cas de mutation à titre onéreux. Par contre, quand des indivisaires veut donner ses droits indivis, par exemple à ses enfants, et que les enfants ne s'entendent pas forcément avec les autres indivisaires, les autres ne pourront pas s'opposer à cette transmission. Donc voilà quelques inconvénients qui sont donc inhérents à ce régime d'achat à plusieurs. Deuxième écueil qu'il faut essayer d'éviter, c'est la partie financement. Quand on est en indivision, lors de l'achat, il peut arriver, alors déjà si on ne met rien dans l'acte d'achat, normalement l'indivision elle est prévue par parts égales entre l'ensemble des acquéreurs. Mais il arrive souvent qu'il y ait une discordance entre le titre et ce qu'on appelle la finance. Donc on peut acheter à 2, et pour autant, on se rend compte que finalement le financement, il n'est pas fait à 2, enfin il est fait à 2, mais dans des proportions qui sont différentes de celles qui sont inscrites dans l'acte. Et là, ça pose un vrai problème, déjà entre les personnes qui achètent. Alors, si elles s'entendent bien, il n'y a pas trop de problème, on va dire, civil. Mais le problème se pose en cas de séparation notamment, où il faut peut-être faire des comptes entre eux. Alors ça dépend évidemment
si les personnes sont mariées, pacsées ou en union libre. Et là, évidemment, c'est des situations qui sont quelquefois un petit peu inextricables et qui nécessitent des liquidations importantes. Et il faudra donc à ce moment-là vous rapprocher du notaire pour qu'il vous explique tout ça. Je ne veux pas le faire ici. Il y a quand même également un problème fiscal qui peut arriver quand on achète en indivision. C'est quand il y a une discordance entre le titre et la finance, c'est la partie fiscale, puisque le service des impôts peut vous opposer qu'il y a une donation indirecte. Je m'explique. Vous achetez moitié-moitié, et puis qu'au final, il y en a un qui paye 80 ou 90% du bien, et l'autre 10 ou 20% du bien. Celui qui a payé moins, il bénéficie quelque part d'une donation indirecte, ou au moins ça peut être opposé. Et là, l'administration fiscale, elle peut s'engouffrer dans la brèche. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas marié ou pacsé, les transmissions à titre gratuit sont taxées à 60%. Vous voyez le résultat, ce que ça peut faire à la fin. Alors, donc il faut être vigilant sur la partie financement. Et puis sur la partie civile de l'achat à plusieurs, donc la donation indirecte, hein, si on est dans le cadre d'une discordance entre le titre et la finance, elle peut évidemment être également rapportée à la succession de celui qui a donné, entre guillemets, la finance. Donc, et ça peut effectivement, après, au moment de la succession, poser d'autres problèmes. Voilà, donc, je voulais attirer votre attention sur les difficultés d'achat à plusieurs, qui peuvent être résolues, à certains titres en tout cas, par le biais d'achat en société. Juste un élément rapide sur la tontine. Alors la tontine, qu'est-ce que c'est? C'est un achat à plusieurs. Et au final, pour vous résumer la chose, c'est le dernier survivant qui emporte la mise, qui est propriétaire du tout. Alors cette tontine nécessite également un financement équilibré, normalement à proportion des parts d'acquisition. Mais elle a un vrai inconvénient, c'est qu'on ne peut en sortir que d'un commun accord. C'est-à-dire que l'indivision, on peut provoquer le partage, on peut demander sa part à tout moment. La tontine, s'il y en a un qui ne veut pas céder, on est bloqué, on est embarqué jusqu'au décès du dernier. Hein. Voilà, pour savoir qui sera le dernier. Voilà sur les modes de détention en nom propre, donc tout seul, en indivision, voire en tontine, avec les avantages, les inconvénients. J'ai surtout parlé des inconvénients. Alors il y a quand même des avantages, hein, évidemment, de détenir un patrimoine immobilier foncier locatif en nom propre. Le premier avantage, c'est la simplicité, bien entendu. Une société nécessite à minima, alors, une gestion avec ou sans expert comptable, ça dépend évidemment comment est constitué, quel régime fiscal est soumis la société, mais il faut quand même effectivement avoir en tête que c'est pas neutre une société, il y a quand même des frais liés à tout ça. L'achat en nom propre, seul, non, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc au titre de l'imposition sur les locations nues achetées en nom propre, je ne veux pas m'étendre dessus puisque Maître Renaud et Maître Dupic l'ont très bien expliqué. Et puis sur l'aspect revente, si on achète en nom propre, on est soumis aux plus-values des particuliers, hein, donc avec les abattements qui sont prévus pour les années de détention et qui sont dégressifs. Alors la dégressivité, hein, quand on revend, elle est surtout à la fin. Hein. Au début, on n'a pas beaucoup de dégressivité sur les plus-values. Hein. Il faut être resté propriétaire 30 ans pour être complètement exonéré d'impôts et surtout de cotisations sociales. Voilà. Voilà. Après, les locations nues par le cadre de sociétés soumises à l'IR nécessitent également une déclaration fiscale, une 2072. Donc c'est assez ressemblant à la déclaration 2044 qu'on fait quand on loue en nom propre. Et le résultat de 2072, vous le reportez dans votre déclaration de revenu général, la 2042. Voilà ce que je pouvais à peu près dire sur le nom propre et location nue. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on les groupe après ou à la fin. Il y a une question à distance. Les biens en indivision peuvent-ils être saisis? Alors, la saisie donc, nécessiterait de provoquer le partage, parce qu'on ne peut pas saisir des biens en indivision, mais l'administration ou le créancier qui aurait intérêt à faire saisir un bien dont un des
débiteur est en indivision, pourrait lui-même, par voie d'une action oblique ou autre, provoquer le partage et finalement ça reviendrait quelque part à obliger la vente ou à ce que les autres achètent la part pour pouvoir saisir le prix. Voilà. Pas d'autres questions sur l'indivision? Voilà. Ben, Laurent, je vais passer la parole à Maître Ladoux qui va vous parler de société et de location meublée également. Hein. On va essayer. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur les sociétés, rassurez-vous. L'idée était de vous présenter deux aspects, les sociétés civiles, les sociétés commerciales. Sur les sociétés commerciales, je vais juste faire un petit aperçu. Pourquoi ? Puisqu'on m'a coupé l'herbe sous le pied au préalable, mais ce n'est pas grave. Non, l'idée, en fait, aujourd'hui, on est sur de la détention. Donc, une société commerciale a vocation à une activité commerciale. Le fait de conserver un bien pour l'occuper ou le mettre en location est une activité civile. Donc, par définition, les sociétés qui se prêtent le plus à la détention de patrimoine, ce sont les sociétés civiles, activités civiles. Donc, c'est pour ça que je vais plus me focaliser sur ce genre de sociétés. Selon l'INSEE, en 2023, on avait 700 000 SCI en France. Voilà, ça fait quand même un bon nombre de sociétés. La société, pourquoi ? Alors, déjà, plusieurs rappels. Comment on constitue une société et dans quel but ? Les sociétés peuvent être... Alors déjà, pour constituer une société, il faut être deux, au moins. Une société civile, il faut être au moins deux. N'importe qui peut faire partie d'une société. On peut être époux, constituer une société, en indivision, constituer une société, partenaire pacsé, constituer une société, membre de la même famille. Quelque chose qui nous met souvent mal à l'aise, ce sont les enfants mineurs. Voilà. Est-ce que les enfants mineurs peuvent faire partie d'une société, d'une SCI notamment ? Ben oui, ils le peuvent. Mais ça impose plusieurs contraintes techniques par la suite, et notamment quand la société a recours à des financements bancaires, puisqu'on ne peut pas faire supporter une charge financière à un mineur. Donc, sur le principe, c'est possible. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué à mettre en pratique. Une fois qu'on a tous nos associés, ben, il va falloir qu'on mette en commun un petit capital. C'est ce qu'on appelle le capital social. Cette société peut être formée soit en vue d'acquisition, d'acquérir un bien immobilier, pour l'habiter, pour le louer, mais on peut se servir également de la société comme panier, c'est-à-dire qu'on peut apporter un bien immobilier à la société, et c'est la société qui en devient propriétaire et qui gère le bien. La question, c'est je suis propriétaire de mon bien immobilier, j'ai un prêt dessus, est-ce que je peux éventuellement le mettre en société ? Ben oui, une société peut reprendre un engagement financier par derrière. C'est ce qu'on appelle un apport à titre onéreux. Voilà. Donc la société civile permet énormément de choses. Petit point d'attention, c'est sur l'objet de la société. Voilà. Généralement, on constitue une société, on le fait un petit peu à la va-vite et on oublie cette clause importante qui est l'objet social. Ben, il faut savoir que le représentant de la société, le gérant, ne peut agir normalement que dans l'intérêt et dans le cadre de l'objet social de la société. Donc, attention toute particulière sur l'objet, de permettre à la société d'acquérir, emprunter, vendre, mettre en location, ce genre de choses-là. On ne fait pas un objet social avec l'acquisition uniquement, sinon notre société serait bien embêtée derrière puisqu'elle ne pourrait pas vendre ou mettre en location. Voilà, sur le principe, c'est ça. Sur la gestion, on a parlé tout à l'heure d'indivision, avec cette unanimité qui est possible. En société, le but, c'est de faciliter la gestion. On a une tête de proue, le gérant, qui prend les décisions. Donc les décisions courantes sont prises par lui-même. Les décisions plus importantes sont prises par l'ensemble des associés, au moyen soit d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Et les décisions se prennent comme ça, de manière collective pour les décisions complexes ou importantes qui engagent la société. Et pour la gestion courante, nous avons le gérant. La SCI. Alors, des fois, on ne voit pas bien, surtout sur les SCI familiales, l'engagement que prend un associé. Ben, il faut savoir qu'une société
notamment une société civile immobilière, c'est des sociétés qu'on appelle translucides d'un point de vue fiscal, mais qui sont transparentes d'un point de vue civil. Voilà. C'est-à-dire que les associés sont tenus aux dettes de la société à concurrence de leurs apports. Si j'ai 30% du capital, je serai tenu à 30% du passif. Voilà. À l'inverse, des sociétés commerciales où on a des restrictions, on a des limites d'engagement. Voilà. Sur les fiscalités, alors la fiscalité a été abordée de plusieurs sortes, de plusieurs formes. Alors, les sociétés qui ont pour objet de l'allocation nue, on l'a dit tout à l'heure, étaient soumises à l'IR, l'impôt sur le revenu. Les sociétés soumises à l'IS sont celles qui mettent en location des biens meublés. Une petite précision qui est apportée en matière de plus-value. Je détiens ma résidence principale au travers d'une société. Je loue ma résidence principale, c'est la SCI qui vend, je serai imposé au titre de la plus-value. En revanche, monsieur et madame sont propriétaires de leur résidence principale qu'ils apportent dans une SCI. La SCI met gratuitement, au profit des associés, met gratuitement à disposition le bien. Quand le bien sera vendu, il bénéficiera de l'exonération pour résidence principale. Voilà. Donc on retrouve cette exonération à ce niveau-là. Donc la partie fiscalité, on va passer très vite dessus. Sur la location en meublé, par contre, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Donc il s'agit... alors le point important pour nous juristes, c'est que la location en meublé... Alors, petite précision, je parle de la location en meublé au titre de la résidence principale ou de la location étudiante. On sort du cadre de la location saisonnière, par contre. Là, voilà, c'est vraiment la location classico-classique. Donc, ce genre de location a été codifié par la loi Allure de 2014 et est rentré dans le Code civil. Donc, on a des articles qui ont été insérés dans la loi de 89 et qui a, si je puis dire, clarifié la situation au niveau de la location en meublé. La location en meublé, c'est quoi ? C'est tout simplement un logement meublé, décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. Alors généralement, c'est quoi ? Un frigo, une table de cuisson, un lit, un four, ce genre de choses-là. Voilà. Toutes les dispositions qui réglementent la location meublée aujourd'hui est d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger nullement. La durée de ces baux, 1 an, renouvelable tacitement, avec une particularité pour les logements étudiants, pour lesquels on peut avoir une durée inférieure de 9 mois. Voilà. Quand on signe un bail en meublé, il faut avoir une attention particulière sur le futur et notamment sur le renouvellement. Pourquoi ? Parce que par définition, une location d'1 an, ça s'arrête au bout d'1 an. Si on ne fait rien, il se reproroge tacitement. Dans ce cas de figure-là, quid de l'actualisation des loyers ? Si on a prévu dès le départ une actualisation éventuelle du bail, on pourra le réactualiser. À défaut, on sera tenu chaque année de continuer avec le bail initial. Voilà. Donc sur la fixation des loyers, la fixation hors zone tendue, on est sur une fixation libre. Et sur les zones tendues, on retrouve le système des locations classiques. Alors, ensuite, sur la gestion, à proprement parler, on a possibilité, tout comme de la location en nu, de récupérer les charges. Petite particularité aussi sur les dépôts de garantie. Les dépôts de garantie, sur de la location nue, on peut demander jusqu'à 2 mois de location. À l'inverse, sur une location meublée, pardon. Et sur une location nue, c'est 1 mois.
Autre chose importante, dans les locations nues, on parle d'état des lieux. État des lieux important, tout simplement pour voir l'état à la fin, de comparer l'état du bien au début et à la fin. Sur les locations en meublé, quelque chose d'important qui est souvent omis, il ne faut pas oublier l'inventaire, l'état détaillé du mobilier. Voilà, puisqu'il faut qu'on puisse retrouver, déjà constater l'usure du mobilier, ou au moins la dégradation, et de retrouver exactement ce qui avait été loué initialement. En termes de fin de bail, les délais ont été raccourcis également pour donner congé. Quand on est sur du meublé, le bailleur qui veut donner congé dispose d'un délai de 3 mois. Le locataire dispose quant à lui d'un délai d'1 mois. Quand on est, je vous l'ai dit, on est vraiment sur la location meublée résidence principale. Dans ce cas de figure-là, le bailleur qui souhaite donner congé devra motiver son congé. Voilà. Congé pour habiter, congé pour vendre ou congé pour motif grave. Une particularité extrêmement importante qui différencie la location nue de la location meublée, ce sont les droits de préemption. Si je vends mon appartement, est-ce que le locataire peut éventuellement avoir un droit de préemption au titre du congé pour vendre? Et bien, sur une location meublée, non, ce n'est pas possible. Voilà. Par contre, je suis propriétaire d'un ensemble immobilier où j'ai 3, 4 appartements qui sont loués en meublé. Je décide de découper mon bien et de vendre à la découpe. Le fameux droit de préemption de ce qu'on appelle la loi de 75, c'est-à-dire le locataire qui a priorité sur l'acquisition d'un lot qui est détaché, à ce moment-là, le droit de préemption s'appliquera. Voilà. Donc là, il faut faire attention à ça. Et j'en reviens toujours avec ma fiscalité applicable au meublé. Donc pour les particuliers, on en a parlé. Dès l'instant qu'on loue en meublé, on relèvera du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Et en ce qui concerne les sociétés, la SCI qui détient et qui loue un bien en meublé relèvera de l'impôt sur les sociétés, sauf exceptions qui ont été dites précédemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attendez. Merci. Pour monter une SCI, est-ce que les personnes sous protection juridique peuvent participer à cette SCI? Oui. Oui. Oui, une personne incapable peut l'être sous autorisation. Alors ça, après, tout dépend, mais oui, sur le principe, une personne protégée, un majeur protégé, peut faire partie, peut être associé d'une société. D'accord. Voilà. Merci. Dans le cas où on constituerait une société civile qui voudrait racheter le bien détenu en propre par son associé, la société contracte un emprunt pour faire ça. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous pratiquez de temps en temps, si vous jugez que c'est risqué, si c'est possible, voilà, savoir si ça se fait. Tout dépend le but poursuivi. Voilà, j'aurais tendance à dire tout dépend le but poursuivi. Une société impôt sur le revenu, on vous l'a dit, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une société translucide. Donc, l'intérêt fiscal, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, si on constitue une société, ça sera purement civil dans le cadre de sa gestion, en fait. Voilà. Sortir du contexte de l'indivision et éventuellement, par la suite, se projeter pour une transmission évolutive, éventuellement, du patrimoine. Quand j'ai un bien immobilier, si je veux le donner, je suis obligé de le donner en totalité. Si j'ai des parts de société, c'est plus facile pour moi de répartir entre mes enfants ou de donner qu'une certaine quotité de parts sur la SCI. Voilà. Si on est dans un but plutôt d'investisseur, c'est-à-dire je vais acheter un bien au travers de ma SCI, mais ça ne sera pas le seul bien que j'achèterai. Je vois par la suite d'autres acquisitions à court ou moyen terme et pour tout simplement éventuellement se préparer sa retraite. Dans ce cas-là, se pose la question éventuellement d'une structure soumise à l'IS. Pourquoi? Parce que tout simplement, on pourra optimiser fiscalement le fait que les premières années de la SCI, normalement, elle ne devrait pas générer d'impôts de par les amortissements qu'elle va pratiquer. Et cette économie d'impôts pourra permettre l'investissement d'autres biens immobiliers. Et comme ça permet de se constituer
un patrimoine immobilier au travers d'une SCI. Merci. D'autres questions? N'hésitez pas. Bon, mais merci, Parfait. Bien. Maître Ouvé, Maître Ladoux. C'était très clair et nous allons attaquer sur le Tiens. dernier thème. Alors, Tu veux que je reste à côté? il a besoin de personne. Il est tout seul. Tu veux que je reste à côté? Donc, voilà. À Maître déclarer Basset, forfait, mais bon, notaire à Saint-Germain-en-Bron. voilà. À toi la parole. Bonsoir à tous. Alors, on a vu avec mes confrères donc la fiscalité, les modalités de détention du foncier. Alors moi, je vais parler de choses beaucoup plus terre à terre, mais essentielles. C'est les restrictions au droit de louer, parce que finalement, il faut quand même se poser la question, j'ai un logement, est-ce que j'ai le droit en l'état de le mettre en location, tout simplement. Ça regroupe deux aspects essentiels. On a la loi qui vient nous dire qu'on n'a pas le droit de donner en location un logement qu'on peut qualifier d'indécent, d'accord, avec des critères spécifiques. Alors on peut penser effectivement l'eau, l'électricité, il y a des critères qu'on imagine bien, mais il y en a d'autres, hein, peut-être qui pourront surprendre. Et par rapport aux performances énergétiques, parce que effectivement, si vous avez une passoire thermique, comme on dit, ou un logement en tout cas qui a des performances énergétiques qui sont très mauvaises, eh ben, vous allez avoir, déjà il y a des contraintes, et il y en aura encore plus dans les années à venir. D'accord ? Alors, je vais faire, avant même de commencer, je vais faire une petite aparté par rapport aux restrictions au droit de louer, parce qu'il y a des contraintes, donc on a dit sur la décence du logement et le DPE, et il peut y avoir des contraintes au niveau de l'urbanisme et au niveau des règlements de copropriété. Tout d'abord, au niveau des règlements de copropriété, hein, vous avez un appartement que vous souhaitez mettre en location. D'accord ? Si vous voulez, par exemple, faire du saisonnier, activité commerciale, comme on a dit tout à l'heure, vérifiez dans le règlement de copropriété si votre local peut être affecté à un usage commercial. C'est peut-être pas le cas. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas. Ou en tout cas, il va falloir voir pour modifier le règlement de copropriété. Et ce n'est pas sûr que vous puissiez y arriver. D'accord ? Donc ça, c'est une première remarque avant. Après, au niveau de l'urbanisme, alors on est un peu moins touché par ici, mais il y a des communes, je pense à Paris, région parisienne, et je crois à Lyon aussi. Ça viendra peut-être chez nous aussi. Voilà. La commune de Paris se vide de ses habitants au profit des touristes. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus difficile là-bas de faire du Airbnb. D'accord ? Vous avez l'envie d'acheter un petit studio à Paris pour faire de la location saisonnière, puisque ça marche toute l'année à Paris, c'est top. Sauf que vous avez une location, vous avez une activité commerciale, d'accord. Et aujourd'hui, au niveau de la commune, la ville de Paris, on dit qu'il va falloir y avoir une autorisation spécifique, d'accord. Donc il faut justifier d'avoir par exemple un autre local qui a une activité commerciale, qu'il soit affecté à l'habitation pour récupérer la commercialité et pour pouvoir s'en servir pour mettre en location. C'est un peu compliqué, d'accord ? Et si vous n'avez pas un autre local que vous fermez pour récupérer la commercialité, vous devrez l'acheter. Et ce n'est pas donné, d'accord ? Bon, ça, c'était la petite parenthèse. On n'est pas concerné, peut-être ça viendra un jour, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je reviens sur les critères par rapport donc, à la décence du logement. La décence du logement, c'est prévu par la loi, d'abord par le Code civil, d'accord, où on nous dit que le bailleur doit délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, d'accord, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. C'est important, on en reviendra tout à l'heure parce que je vous parlerai un petit peu des sanctions si on ne respecte pas ces obligations. Donc c'est prévu par le Code civil, c'est prévu par la loi de 89, la loi Quillot, on est à Clermont, d'accord, sur les rapports locatifs, donc, où on nous dit clairement qu'on ne peut louer une habitation qui n'est pas en bon état d'usage et de réparation. Et pour compléter tout ça, on a un décret de 2002 qui liste les critères par rapport à la décence du logement. Et si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, votre logement n'est pas décent, vous ne pouvez pas le louer. Et en complément de tout cela, on a le DPE, d'accord, qui fait partie des diagnostics qui va être joint au contrat de bail, d'accord.
Et là, c'est pareil, si certaines performances énergétiques ne sont pas atteintes, on considère que votre logement est indécent et vous ne pouvez pas louer. OK. Alors, qu'est-ce qu'un logement décent? Donc, c'est prévu donc, par le décret du 30 janvier 2002. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord, il faut assurer une certaine sécurité physique du locataire et votre logement doit être équipé de certains éléments de confort. D'accord? Alors, sécurité, je vais passer brièvement, je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qu'on vous demande, mais quand même, je vais reprendre certains points. Donc, sécurité physique des locataires doit être assurée de manière globale. Donc, il est prévu que le gros œuvre et les accès soient en bon état d'entretien et de solidité. Les locaux doivent être protégés contre les infiltrations d'eau. Le logement doit également être protégé contre les infiltrations d'air et les parasites. Il est exigé une conformité des dispositifs de retenue des personnes, donc tout ce qui est garde-corps, fenêtres, balcons, ok, escalier. La nature et l'entretien des matériaux de construction doivent être sans risque pour la santé des locataires, d'accord, de même pour les canalisations. Il faut une conformité des installations des équipements de chauffage, gaz et électricité, une conformité des dispositifs d'aération et d'évacuation de l'humidité, et les pièces principales doivent bénéficier d'un éclairement naturel suffisant. Donc ça, c'est ce qui concerne voilà, des critères par rapport à la sécurité physique des locataires et un certain confort. Le logement doit lui-même comporter un dispositif de chauffage, une alimentation en eau potable, bon, sans doute, on est d'accord, hein. Enfin j'espère, ok. Des installations d'évacuation des eaux usées empêchant le refoulement d'odeur, d'accord. Une cuisine aménagée permettant de recevoir un appareil de cuisson, un évier avec eau chaude et un dispositif d'évacuation de l'eau, et une installation sanitaire séparée de la cuisine. Ok. Bon, alors je suis d'accord, hein, il y a certaines choses qui paraissent évidentes, on est d'accord là-dessus, hein. Mais bon, pas toujours parfois. Il faut une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres et un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes. D'accord ? Sachant qu'au niveau départemental, les règlements sanitaires départementaux peuvent imposer des critères supplémentaires. Ok ? Donc, à voir. En plus de ça, la jurisprudence, donc les tribunaux sont intervenus également. Hein. Si vous louez un appartement dans un immeuble qui est frappé d'un arrêté de péril, on considère que vous louez un logement indécent. D'accord ? Et il y a eu une autre décision qui serait peut-être, qui est vraiment, pour le coup, peut-être un peu plus difficile pour les propriétaires. On a un immeuble donc, qui avait fait l'objet d'une expropriation. Alors vous savez, dans une procédure d'expropriation, il y a une indemnité qui est fixée par le tribunal correspondant à la valeur vénale de votre bien. Voilà. Et vous touchez derrière une indemnisation quand vous faites exproprier. Le logement en question a été qualifié d'indécent, l'indemnité était de 0. Bon. Alors là, c'est un peu dur. Ok, c'est un peu discutable, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Alors, au-delà des caractéristiques du logement en lui-même, vous devez fournir à votre locataire un diagnostic de performance énergétique. D'accord ? Alors pour rappel, hein, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites un contrat de bail, vous devez joindre à votre bail d'habitation les différents diagnostics exigés par la loi. Ok, on a un état des risques et pollution, vous avez un constat des risques d'exposition au plomb, un diagnostic amiante, un état d'installation d'électricité du gaz et même un diagnostic bruit pour les logements qui sont concernés par un plan d'exposition au bruit. D'accord ? Aujourd'hui, il y a un aspect encore plus environnemental avec le DPE. D'accord ? Donc, le DPE, ça va même au-delà de la simple annexe au contrat de bail, hein, puisque vous devez le fournir préalablement à votre locataire avant même qu'il signe le bail. Et, vous devez le savoir, il faut qu'il apparaisse dans l'annonce que vous mettez pour la mise en location de votre logement, en tout cas l'étiquette énergétique. Si vous ne le faites pas, vous avez une amende, et ça concerne même les particuliers. Et l'amende, elle est de 3 000 €.
Eh bien, c'est 3 000. Tout augmente. Tout augmente. D'accord? Alors, un DPE, c'est quoi? Alors, il sert à déterminer les performances énergétiques de votre logement, ainsi que l'émission des gaz à effet de serre, et globalement, il donne des conseils pour améliorer les performances énergétiques. Donc, il faut le faire avant de louer. Il est valable 10 ans. D'accord? Attention, si vous utilisez des anciens DPE, il y a un piège, puisque en juillet 2021, ils ont changé la méthode de calcul sur les performances énergétiques. Ce qui fait qu'on a certains DPE qui sont plus anciens, qui sont plus forcément valables, quand bien même ils ont moins de 10 ans. D'accord, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Ceux réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. D'accord? Donc, si voilà, faut pas se poser de questions, faut le refaire. D'accord? Donc, le DPE, il s'applique au nouveau contrat de location. Donc, dès que vous faites un contrat, vous devez joindre un DPE et vérifier les contraintes énergétiques. D'accord? On a, je ne sais pas si tu peux passer le slide peut-être. Non, dans l'autre sens. S'il te plaît. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Ah, bah, c'est qu'il n'y a pas eu la mise à jour. Bon, c'est pas grave. Il y a un calendrier en fait qui est fixé pour laisser peut-être le temps aux propriétaires de faire les travaux nécessaires pour améliorer les performances énergétiques. D'accord. Alors, le calendrier, quel est-il? On vous dit qu'à compter du 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G sera interdite. 2028 pour les logements en classe F, 2034 pour les logements en classe E. Parce que vous savez, sur un DPE, vous avez comme sur les frigos au supermarché, les A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Sachant que depuis le 24 août 2022, aucune révision de loyer n'est possible si vous avez un logement qui est classé en F ou en G. D'accord? Et alors là, c'est un poil plus technique, depuis le 1er janvier 2023, donc c'est déjà d'actualité, c'est en cours, d'accord? La location d'un logement est interdite si la consommation est supérieure à 450 kW par mètre carré par an en énergie finale, différent de l'énergie primaire. On en a parlé tout à l'heure. Toi, je crois que tu es une spécialiste de la question. Donc faites attention. Donc effectivement, vous avez un DPE en G, vous pouvez louer. Parce que l'interdiction, c'est 1er janvier 2025. Mais G, attention, G++, si vous êtes au-delà de 450 kWh par mètre carré par an, vous ne pouvez pas louer. D'accord? C'est important, ça fait partie de la décence du logement. Okay, au même titre de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la surface minimum, par rapport au WC séparé de la cuisine, etc. Okay? Si vous ne respectez pas ces obligations de décence en étant propriétaire bailleur et que vous faites signer un contrat de location, sachez que le locataire, vous ne pouvez pas lui faire accepter dans le bail le fait que son logement n'est pas décent. Ce n'est pas possible, c'est interdit. D'accord? Vous ne pouvez pas non plus exiger de sa part qu'il fasse lui-même les travaux contre une diminution ou une exonération de loyer. D'accord? Ce n'est pas possible. Okay? Si vous louez un logement qui n'est pas décent et que votre locataire vous réclame de faire des travaux et que vous les contestez, il peut saisir le tribunal qui va constater que votre logement n'est pas décent et vous serez contraint de faire les travaux. Vous ne pourrez pas dénoncer le bail. D'accord? La loi vient dire qu'on peut résilier le bail quand on est bailleur, quand on vend, quand on fait une reprise pour habiter. On n'est pas autorisé, la loi ne prévoit pas qu'on résilie son bail parce qu'on ne répond pas aux critères de décence. Vous ne pouvez pas dire à votre locataire, bon, effectivement, ce que je te loue, c'est pas top, et ben t'as qu'à trouver autre chose, on arrête tout, et puis une tape dans le dos. Ça ne marche pas. Il a le droit d'exiger donc, que vous fassiez les travaux, d'accord? Tant que le juge vous a pas contraint à faire les travaux, il est tenu de vous payer les loyers. D'accord. Par contre, le juge, une fois que vous êtes condamné à faire les travaux, le juge peut suspendre le versement des loyers.
petit problème technique. D'accord, donc le juge peut suspendre le paiement des loyers. Et pareil, si vous touchiez l'aide personnalisée au logement, les APL, elles sont suspendues. Alors, elles ne sont pas perdues, elles sont capitalisées jusqu'à ce que vous délivriez un logement qui est décent. Merci. Ok. Petite nuance quand même. Et il y en a pas mal, puisque quand vous louez des appartements, d'accord, et que vous faites les travaux pour avoir de bonnes performances énergétiques et que malgré tout ça, vous n'atteignez pas les critères minimaux pour pouvoir louer, il y a certainement peut-être des travaux qui devront être exigés de la copropriété. Moi, j'en sais rien, faire un ravalement de façade extérieure, des choses comme ça. Alors là, le juge ne peut pas vous ordonner des travaux puisqu'il faut l'accord de la copropriété. Mais c'est ce cas à part, d'accord ? Mais vous devez justifier que vous avez fait des travaux dans votre logement et même que vous avez demandé, par le biais d'une assemblée générale, vous avez sollicité l'assemblée générale des copropriétaires pour faire les travaux, d'accord ? Et qu'elle a refusé. Mais sinon, vous êtes tenu de faire les travaux. Oui. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Si non. les loyers ne sont pas gelés, non, ils Exactement. ne sont pas gelés, effectivement. Mais on peut penser qu'au bout d'un moment, votre locataire va s'en aller, par contre. Oui, mais sinon, on peut aussi louer en saisonnier. On peut louer en saisonnier. C'est exactement ça. C'est ça. La location, vous avez tout à fait raison. La location, quand on reprend les critères légaux qui sont prévus notamment par le Code civil, on parle d'un logement et qui constitue la résidence. Alors, c'est dans le Code civil, qui constitue la résidence principale du locataire. D'accord ? C'est de la location d'habitation, c'est-à-dire que ça va être le logement, résidence principale de votre locataire. Si vous faites du saisonnier, vous n'êtes pas concerné par la loi sur la décence. Ok ? On peut louer une cave. Si vous trouvez un locataire, oui. Après, il y a les histoires de marchands de sommeil, mais c'est encore autre chose. Oui, tout à fait. D'accord ? On n'a pas prévu de parler de ça ce soir. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Une petite question. Donc, Ouais. un DPE antérieur à 2021, un bail signé antérieur à 2021. Est-ce qu'on est tenu de faire une remise à jour du DPE en cours de bail, sur un bail qui est en renouvellement en fait ? Alors, non, sauf si votre locataire le demande. C'est-à-dire, en fait, là, on vient dire que le DPE doit être annexé au contrat de bail. Donc, c'est-à-dire, pour tout nouveau contrat de location, vous devez fournir le DPE. D'accord ? Lorsqu'il se reconduit tacitement, vous n'êtes pas obligé de le faire, sauf si votre locataire vous le demande, et vous ne pouvez pas refuser parce qu'il a le droit de vérifier si les normes de décence et de performance énergétique minimales sont respectées. Ok ? C'est bon ? Parfait, je vais me rasseoir. Pas d'autres questions ? Bon, merci beaucoup, Maître Bassé. Merci. Ouais, tout seul, finalement, c'était très bien. Oui, oui. Voilà, donc juste pour conclure, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. Je crois que tout a été fait avec passion, on peut le dire. Tous les intervenants ont effectivement bien bossé leur sujet, effectivement, parce que nous avons des professions de passion. Et je crois que sur l'immobilier, nous avons plein de réponses là-dessus. Donc, sachez que la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne, c'est 307 et bientôt 308 notaires sur les 4 départements. Alors, n'hésitez pas, il y a un notaire dans tous les cantons, je crois. Peut-être un canton, il n'y en a pas, mais bon, en tout cas, globalement, il y en a partout. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, l'idée, c'était de proposer aussi des pistes de réflexion, d'essayer de répondre le maximum à toutes les questions qui puissent se poser. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de sortir un petit peu de nos études, de sortir par des réunions d'information en présentiel, également en streaming. Nous ne voulons plus, nous notaires, qu'on puisse nous dire on ne nous l'a jamais dit et on ne le savait pas. Donc voilà, donc le but de ces conférences Parlons, c'est vraiment de donner des premières pistes de réflexion et d'informer le plus possible tous les Auvergnats, et plus d'ailleurs, s'il y a, sur ces problématiques.
Alors, il faut savoir que ces conférences Parlons, ça a été mis en place il y a environ 3-4 ans. C'est 3 conférences par an, d'1 heure et quart. Bon, je crois que Maître Basset était un peu long, donc du coup on est sur 1 heure et quart. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 conférences. La prochaine, ça sera le 18 janvier sur la loi de finances. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, vous voyez, c'est tout simple et puis ça permet de discuter. Et puis il y aura après, vers le 15 juin, une conférence sur l'immobilier et un 3e thème en fin d'année qui est ou sur la famille ou sur le logement ou sur des choses comme ça. Et il y avait une question, je vais répondre après. Il y a pas... Oui, bah alors, sur le chat. Ah, une VMC est-elle obligatoire? Je crois que c'est une question pour qui veut répondre. Une VMC est-elle obligatoire? Quelqu'un a-t-il un avis dans la salle? Non, je pense pas qu'on puisse Non, je pense mais qu'il faut qu'il y ait d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Techniquement, déjà, c'est pas... Ah non, alors... A priori, une réponse de la salle serait que ce ne serait pas obligatoire. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Hein? Ou de ventilation, oui, effectivement. Alors, il y a des obligations de ventilation dans les pièces où il y a du gaz ou autre. Ah, attendez, on a la réponse. J'ai pas la réponse spécifique à la VMC, mais il faut un dispositif suffisant pour l'évacuation de l'humidité. Tout le monde reste juge de ouvrir la fenêtre, peut-être, je ne sais pas. Bon, voilà, très bonne réponse, Maître Basset. Voilà, bon, juste donc, bon, déjà, vraiment remercier tous mes confrères et mes consoeurs, pardon, et confrères qui ont participé, voilà, avec brio ce soir. Merci à Positive Company et à Visium qui ont assuré la technique. Parce que maintenant, je crois qu'après 3 ans, je crois qu'on est bien là, on est même parfait, je dirais. Donc voilà. Donc juste inviter les gens en présentiel à venir partager un petit pot dans la salle à côté. Bon, c'est en distanciel, bien entendu. J'ai qu'à vous conseiller d'aller boire un coup aussi. Et puis, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci.